Or, accord, corps, corps à corps. Et tout de suite, retour dans la réalité, retour dans le concret, des tracteurs de partout, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Irlande, d'Espagne, du Portugal, du Pays-Bas, d'Italie. On va regarder les images dans quelques instants et on va commenter tout ça, mais j'accueille tout de suite mes 3 invités pour en parler. Bonjour pardon, Alain Falento Bonjour. et merci, beaucoup d'être avec nous. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire à tous les 3 de me pardonnez-moi, pour mon léger retard avec la chronique, de Bon Tweet. Je précise que vous êtes entrepreneur et conseiller économique, auteur de «30 ans après Maastricht, sortir de l'Europe» aux éditions, Riposte Laïque. Nous sommes également avec Santiago Muzio. Bonjour Bonjour Clémence. et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat franco-argentin et directeur de l'ICEP Madrid et nous sommes avec Thibaut Gibelin. Bonjour Thibaut Gibelin. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup aussi. Vous êtes diplômé en histoire, en sciences politiques, enseignant au Matthias Corvinus Collegium de Budapest, auteur de Pourquoi Viktor Orban joue et gagne aux éditions Fauve, ou encore Comprendre la stratégie hongroise. Non, vous avez fait la traduction de Comprendre la stratégie hongroise. C'est un livre à retrouver à la Nouvelle Librairie. Alors, je vous propose, avant de commenter, eh bien, justement, que nos auditeurs réalisent. On a fait un mélange de toutes les images qui nous venaient de tous les pays, des images qui viennent encore d'hier, hein. Alors, je vais vous envoyer ces images. D'abord, on va partir en Allemagne. Je vous propose d'aller voir ce qui se passe en Allemagne, les tracteurs allemands. Là, ça c'est sur alors je suis très mauvaise pour l'accent allemand, le Heuchelberg, qui est une crête de colline. Et on peut voir donc ces tracteurs allemands. On va partir en Grande-Bretagne. Donc les agriculteurs britanniques qui, eux également, se joignent aux émeutes. On va partir en Irlande. Et puis en Espagne. Et puis nous allons suivre les tracteurs portugais. Les agriculteurs portugais qui ont également lancé le mouvement, hein, de leur protestation en écartant d'office les syndicats, tous à la solde du pouvoir. Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein, je ne fais que répéter leurs mots. Puis il y a ces tracteurs, alors ça c'est intéressant, c'est un peu plus fort que les autres, les agriculteurs néerlandais qui ont bloqué la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique hier, dans les deux sens de la circulation sur l'autoroute. Regardez ça. Voilà, ça c'était la nuit. Et puis enfin, les images d'Italie qui nous sont venues également d'hier, hein. C'est ces manifestations d'agriculteurs qui se multiplient en Italie pour protester contre les taxes sur les carburants, mais aussi pour une meilleure rémunération et des prix justes. On a vu ces convois de tracteurs qui ont depuis hier convergé vers Rome pour une grande manifestation attendue vendredi. Voilà donc tout ce qui se passe et puis ce que nous suivons déjà depuis plusieurs jours, ces manifestations évidemment en France, nous n'en parlons pas parce que nous le suivons tous les jours, et puis devant le Parlement européen de Bruxelles également. Voilà tous ces sujets. Et c'est ma question du jour finalement. Sommes-nous en train d'assister à une forme de relais, de soulèvement des peuples d'Europe, des agriculteurs qui représentent les peuples d'Europe contre Bruxelles? C'est un peu la question qui se pose aujourd'hui. Et je vous pose à vous 3. Je vais commencer par donner la parole à Santiago Muzio. Merci Clémence. Bon, j'ai envie de dire, il serait temps qu'on assiste à cette révolte, vu comment l'Europe maltraite les agriculteurs dans toute l'Europe, hein, pas seulement en France. Le mouvement a commencé il y a plus d'1 an maintenant aux Pays-Bas, où le gouvernement sortant maintenant, mais l'ancien gouvernement des Pays-Bas avait une politique très très dure contre les agriculteurs. En Espagne, le mouvement, dans la foulée du mouvement français, a été lancé aussi. On attend pour le 21 février prochain un demi-millier de tracteurs à Madrid. Oui, tout à fait. Donc oui, si vous voulez, à un moment, il faut que les agriculteurs se révèlent et comprennent qui sont les hommes politiques qu'ils ont en place, qui fixent le cadre normatif dans lequel ils évoluent. Et ils sont pris un peu, comme nous tous d'ailleurs, hein, pas que les agriculteurs, nous aussi dans notre vie quotidienne, on est pris en tenaille par 2 grands instruments qui sont l'agenda 2030 de l'ONU, qu'on connaît finalement assez mal en France. On n'en parle pas assez, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est au final sur cet agenda 2030 de l'ONU que se greffe toute l'action du pacte vert de la Commission européenne et qui a été voté
au Parlement européen, et je vais insister là-dessus, elle a été votée par le Parti populaire européen, hein, parce que ce sont tous ces grands libéraux. Je rappelle quand même qu'en France, aux dernières élections, Macron était crédité en tête dans le milieu de l'agriculture. Ouais. Et c'est quand même tous ces libéraux, tous ces grands faiseurs du monde qui ont un double discours en permanence. Et ce double discours, aujourd'hui, peut-être qu'il arrive un peu à son terme, et que les gens commencent à se rendre compte que la réalité est différente des discours. Mm. Mais bon, la réalité, c'est que ils sont pris en étau par l'agenda 2030 et par la réglementation européenne, qui est de plus en plus contraignante, de plus en plus lourde pour les agriculteurs. Oui. Mais pas que pour les agriculteurs, on parle des agriculteurs, mais pour nous aussi dans plein d'autres domaines de notre vie, bien entendu. Alors, en effet, vous ouvrez ici, on voit que le sujet est peut-être plus complexe que ce qu'on aimerait voir. On voit des soulèvements de tracteurs et on se dit qu'il y a peut-être en effet un mouvement de fond, une lame de fond contre Bruxelles et peut-être plus, comme vous l'avez dit, contre l'ONU et cet agenda 2030. Mais tout est à nuancer. Les agriculteurs ont en effet voté majoritairement pour Emmanuel Macron, donc pour ces dispositions. Et puis, on sait bien que d'un pays à l'autre, les revendications ne sont pas exactement les mêmes. Et là, je me tourne vers Alain Falento, et notamment pour les tracteurs qu'on a vus en Allemagne. On sait bien que les agriculteurs français n'ont pas les mêmes difficultés et pas les mêmes caractéristiques que les agriculteurs allemands, par exemple. Alors, peut-on malgré tout parler d'un problème de fond commun ? Alors oui, ils ont un problème commun, je dirais que c'est le Mercosur. C'est les futures signatures du Mercosur. Mais c'est, d'après moi, le seul point commun qu'ils aient entre eux, car ils ont tous des revendications extrêmement différentes. Pour les agriculteurs français, d'ailleurs même à l'intérieur des agriculteurs français, oui. il y a ça recouvre des situations très différentes. Hein. Entre un agriculteur qui a 50 hectares et qui doit survivre et M. Rousseau, qui exploite une ferme de 700 hectares, hein, on n'est pas dans la même situation. Oui. Voilà. Donc, c'est un problème de survie pour les agriculteurs du Sud, alors que pour les Allemands, c'est différent. Les agriculteurs allemands, qu'est-ce qu'ils réclament ? Ils réclament, alors, si vous voulez, c'est le golem européen qui a échappé à son créateur allemand. Ce qui se passe, c'est qu'il se retrouve avec une exemption fiscale qui vient d'être supprimée sur le gasoil agricole. Et malheureusement, ça vient directement de Bruxelles. D'accord ? Donc, ça ne peut pas être supprimé d'un trait de plume. Donc, c'est ça. Ils veulent leur exemption fiscale, et ils veulent aussi que leurs revenus soient sanctuarisés. C'est-à-dire qu'ils acceptent la réglementation européenne qui les oblige à monter en gamme sur le bio, sur le bien-être animal, mais ils réclament de la part des distributeurs, que sont en Allemagne, les monstres sont Lidl et Aldi, ils leur réclament au gouvernement allemand de pouvoir garantir leurs revenus. Voilà. Mais sinon, ils ne remontent pas du tout en cause l'Union européenne. Et si vous allez encore plus à l'est, les agriculteurs polonais, par exemple, de quoi ils ont peur ? Ils ont peur de l'Ukraine. Voilà, pourquoi ? Parce qu'ils ont peur que l'Ukraine leur fasse ce qu'ils nous ont fait à nous. Oui, exactement. Voilà. Ils ont toujours peur de plus à l'est, finalement. On a toujours un étranger de l'est. Plus pauvre qu'eux, oui, c'est ça. Voilà, eux, ils travaillaient pour 4 € de l'heure. Eh bien, vous avez des gens qui travaillent pour 1 € de l'heure là-bas. Avec des terres extrêmement fertiles, le tchernozium ukrainien, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, une terre noire. Oui, voilà, appelée la terre noire. Avec des rendements incroyables, il n'y a même pas besoin de fertilisants. C'était le grenier de la Russie, il faut le rappeler. Des élevages de millions de volailles, une main-d'œuvre qui coûte 200 $ par mois. Et donc, c'est ça dont ils ont peur, les agriculteurs polonais. Donc, en fait, moi, je ne vois pas vraiment de convergence de quoi que ce soit. Mais je continue le tour de table. Je vais donner la parole à Thibaut Giblin, mais malgré tout, je vous repose cette question et puis on va continuer de l'aborder. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, cette envie, tout simplement, vous l'avez dit, d'avoir un revenu juste ? Ça, c'est un point commun. Et puis, finalement, d'être payé pour ce qu'on fait et pourquoi pas de retrouver du bon sens dans l'agriculture. Je ne sais pas. Ce sont des questions que je pose comme ça. On va y répondre tout au long de cette table ronde. Thibaut Giblin, justement, parler de l'Ukraine, c'est quelque chose que vous suivez aussi énormément, et ces pays de l'Est. Selon vous, les revendications ont des points communs ou justement sont un peu différentes et à distinguer à chaque fois ? La grogne, si vous voulez, elle est générale et elle monte de plus en plus à mesure qu'il y a une paupérisation non seulement des classes populaires, mais des classes moyennes en Europe. Maintenant, ça ne fait pas de programme commun. Et justement, ce qu'on observe avec ces agriculteurs, c'est une espèce de révolte sectorielle avec des agriculteurs qui sont environ 400 000 en France encore aujourd'hui,
mais qui n'arrivent pas à faire un effet boule de neige de grève générale, de la même manière que les Gilets jaunes avaient euh, plus sur la question de la pauvreté à proprement parler, des revendications qui pouvaient faire écho, mais qui manifestement n'ont pas engagé toute la France. Et pour aller encore un peu plus en amont, quand on avait avec la Manif pour tous une thématique sociétale, eh bien vous avez des gens qui étaient sortis pour ces manifestations-là, qui n'étaient pas rejoints par d'autres, etc. Donc on voit que nous sommes en fait dans un paradigme libéral écrasant où la dissolution de la société dans des composantes, des franges, empêche toute formulation d'un bien commun. Et par rapport à cela, il me semble que la seule manière de surmonter ces contradictions, c'est d'avoir un surmoi national. C'est d'avoir, dans le cadre de la communauté nationale, non seulement des tendances et différentes classes sociales qui se rejoignent, mais aussi une élite qui, elle, s'appuie sur le sentiment national pour Bien sûr, arriver à dépasser ce stade infantile de la rébellion, parce que ouais. Une malheureusement, élite patriote. toutes ces manifestations, me semble-t-il, sont une manière de pousser un cri de colère, d'exprimer une frustration, mais on n'est pas vraiment dans la capacité à prendre les choses en main et à prendre en main son destin. Oui, mais enfin là, je vous trouve un peu dur parce que deux choses. La première chose, c'est que les agriculteurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour se faire entendre. On ne peut pas leur reprocher de ne pas réussir à prendre leur avenir en main, puisque, comme vous le savez, tout se règle dans de hauts lieux bruxellois notamment, et qu'ils n'ont absolument pas accès à ces lieux qui ne sont pas très démocratiques. Et deuxième chose, malgré tout, vous dites tout le monde est dans son champ. Mais d'abord, on a vu ici des alliances justement d'agriculteurs qui ont joué le jeu de s'allier avec des syndicats qui n'étaient pas forcément les leurs, etc., pour cette grande manifestation. Et tous les Français, une grande majorité des Français, qui étaient en soutien à ces agriculteurs. Alors, ils ne sont pas allés dans la rue, mais beaucoup sont allés accueillir les agriculteurs, leur donner du café, etc. Alors, Il aurait fallu je voudrais peut-être vous qu'ils aillent tous dans répondre la rue. sur, Mais oui, oui, je vais vous donner la parole. Mais après, bon, bah, rappelez-vous justement les gilets jaunes et autres. Chaque fois que les Français vont dans la rue, qui ne sont pas forcément attendus, ça peut être violent aussi. Il peut y avoir ce genre de frayeur. mais bien sûr, la frayeur est plus forte que la volonté, si je puis dire, révolutionnaire. Et en effet, beaucoup de Français ont affiché leur soutien, c'est une évidence. Mais on est dans une logique de société du spectacle, où les agriculteurs expriment la frustration que tout le monde ressent. Oui. Ce que je constate simplement, et c'est évidemment pas le zèle des agriculteurs qui est en cause, eux qui ont traversé la France sur leurs tracteurs, Oui. qui ont fait des opérations de blocage tout à fait audacieuses. Le problème, c'est que de fait, ce n'est pas ça qui enclenche une bascule historique. La capacité, enfin, je dirais qu'il faut même prendre un petit peu de recul, un peu plus de champ. Le problème, c'est que nos pays d'Europe, ça a très bien été dit par notre autre invité, Santiago Murillo, Alain c'est que Faliento. Oui. oui, tout à fait, on n'a pas forcément des intérêts nationaux égaux en Europe, Oui. mais l'Europe elle-même est une zone, un protectorat américain qui subit les logiques de la mondialisation selon l'intérêt stratégique américain. C'est-à-dire que l'Europe ne joue même pas sa propre carte. C'est pourquoi être coupé, par exemple, de l'énergie russe, c'est quelque chose qui a énormément de conséquences sur la compétitivité européenne, et c'est ça qui cause notamment le mécontentement en Allemagne. Donc, la prise de conscience, elle doit être plus générale au niveau des enjeux internationaux, mais aussi chacun dans sa vie, je dirais, civique, doit être en mesure de sortir de son précaré et de bien analyser qu'en effet, les agriculteurs se battent pour tous, Oui. et que en fait, ils révèlent un malaise qui est général. Oui, ça c'est très intéressant. En effet, moi, je ressens ça également dans le soutien. Beaucoup espèrent que les agriculteurs puissent provoquer cette bascule dont vous parlez, mais vous dites qu'elle n'aura pas lieu. C'est justement aussi la question que je souhaitais vous poser. Santiago, je me retourne vers vous. Vous considérez, là, on a vu tous ces tracteurs de partout, et je sais que vous suivez ça de très près, et notamment en Espagne, puisque c'est là où vous vous trouvez, mais pas seulement. Mais on voit quand même une révolte des peuples, et on avait déjà parlé de manifestations aussi très importantes, d'autres révoltes contre le gouvernement à ce moment-là espagnol, mais il se trouve que quand même, il y a un effet en ce moment révolté, on va dire,
Et pensez-vous, de votre côté, qu'on puisse arriver à un point de bascule, que l'accumulation puisse provoquer un reversement des choses, même si tous les éléments ne sont pas forcément coordonnés? Bon, juste pour compléter mon idée antérieure, quand je parlais de l'agenda de 2030 des pactes verts, ça ne veut pas dire que tous les agriculteurs qui manifestent aujourd'hui en ont conscience. Mmh. Donc, vraiment, j'attirais l'attention sur le fait que c'est les points sur lesquels ils devraient avoir conscience, mais Oui, ils oui. l'ont pas forcément, hein. Bien entendu, en Espagne, ils manifestent effectivement parce qu'ils n'arrivent pas à la fin du mois, ils ont des soucis pour payer les taxes, les impôts, il y a une bureaucratie de plus en plus écrasante, hein, qui les rend, qui les impose de passer des heures et des heures au bureau pour remplir des formulaires de demande de subventions, d'aide, etc. Mais, et pour compléter ce que disait aussi Thomas, on voit effectivement dans ces manifestations des préférences nationales et un sorte de sentiment national qui s'exacerbe. Par exemple, les Espagnols ont été très meurtris par le pillage de camions espagnols à la frontière française, par les propos d'Attal, par les propos de Ségolène Royal, etc. C'était ressenti vraiment comme une sorte de lâcher du frère, si j'ose l'appeler ainsi, Mmh. français, hein. Mmh. En train de dire, bon, vous là-bas, dans la péninsule, vous appliquez pas correctement les règlements, etc. Je ne sais pas si on est encore au point de bascule. Ce que oui, on peut constater, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des révoltes d'agriculteurs, ce sont des révoltes qui sèment la panique beaucoup plus dans les milieux étatiques que les révoltes des Gilets jaunes, par exemple. Parce que ce sont des gens qui, par leur enracinement, qui par les outils dont ils Eh disposent, oui. ils peuvent avoir un impact qui est beaucoup plus significatif que celui d'un pauvre gilet jaune assis sur un rond-point en train de se réchauffer au feu à minuit. Mmh. Vous voyez, on prend un tracteur et ça a quand même un impact beaucoup plus fort. Quand Ouais, je vous ouais, dis que le 21 février prochain, il y aura près d'1 million de tracteurs à Madrid, eh ben, ça pose un problème d'ordre public beaucoup plus important. bien sûr. Donc, je ne sais pas s'il y aura un ralliement de différentes manifestations, des différents ras-le-bol, non, des populations. Mais enfin, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un ras-le-bol général dans plein de pays d'Europe du citoyen commun, au final, qui est le citoyen qui est imposé, le citoyen qui est contrôlé, le citoyen qui est privé de faire ce qu'il veut faire, d'entreprendre, qui est en fait, on est dans des pays qui sont devenus, qui sont en train de devenir de plus en plus socialistes, voire communistes, où tout est contrôlé, tout est géré, tout est décidé en amont, et le pauvre citoyen, il a qu'à s'exécuter. Vous voyez, tant que les gens ne prendront pas conscience et qui continueront à voter, hein, je crois qu'une des questions, un des points principaux est là. Tant qu'on continuera à avoir des représentants qui ne nous représentent pas et qui viennent faire l'inverse de ce qu'ils proposent au niveau national, par exemple en Espagne, le PP espagnol, qui est l'équivalent du parti de centre-droit comme les Républicains en France, a voté au Parlement européen à 90% pendant les 5 dernières années, à 90% d'accord avec le Parti socialiste espagnol. Oui, bah, Et après, les LR aussi. Oui, oui, tout à fait. Oui. ce sont les mêmes qui vont se présenter en Espagne comme en train de dire, nous, on est le soutien des agriculteurs, on défend la préférence nationale, on défend votre travail, on défend nos traditions. Mais une fois qu'ils sont au Parlement européen, ils votent l'agenda socialiste. Oui, mais Donc, il y a pardon, là, vraiment... je vous arrête, mais on en parlait hier. Donc ça, c'est pour le groupe, PPE, qui est le groupe où se retrouvent également les LR. Il y a aussi le groupe ID, qui est le groupe où se trouve le Rassemblement national, qui a aussi voté les accords de libre-échange. Alors, pas le groupe français de Rassemblement national, mais il se trouve que voilà, dans les votes, regardons un peu, aujourd'hui, tout le monde se dit grand soutien des agriculteurs. Quand on regarde en détail, c'est pas exactement le cas. Alain Falento, donc là, on entend quand même, de ce que dit Santiago Muzio, qu'il y a un fond commun, cette espèce de contrôle du citoyen un peu à la communiste qui arrive aujourd'hui en Europe. Vous ne pensez pas que ça peut être aussi cette lame de fond, même malgré les divergences économiques et statutaires, on va dire, des agriculteurs? Alors, je suis tout à fait d'accord, il y a une soviétisation de l'économie générale. Et c'est vrai qu'en 60 ans plus de 60 ans de politique agricole commune, on a transformé les agriculteurs en fonctionnaires de Bruxelles, quoi. Voilà, en chasseurs de primes. Mmh. Oui, C'est ça. c'est exactement ça, oui. Maintenant, de là à dire qu'il va y avoir une lame de fond, je ne crois pas du tout, parce que disons, il n'y a pas d'intérêt européen. La notion, il y Ouais. a pas plus il y a pas de souveraineté européenne, c'est un oxymore, Mmh. parce qu'il n'y a pas d'intérêt européen. Parce que les gens qui sont à Bruxelles, que ce soit les fonctionnaires ou les parlementaires, la première chose qu'on leur dit quand ils arrivent, c'est qu'ils ne représentent plus leur pays.
Voilà. Donc, ce sont des sortes de, comment dire, des ronins, si vous voulez, des samouraïs sans maître qui sont disponibles, ou des électrons libres, comme vous voulez. Et un électron libre, ça reste pas libre longtemps. Oui, Donc, en fait, oui. ils sont livrés en pâture au lobby. Et là, vous avez toute l'expression du lobby agroalimentaire. Mm. Mais là, Et vous de toute parlez, façon, oui, mais là, vous parlez du Parlement européen, vous parlez de Bruxelles, du Conseil européen, oui, d'Ursula von der Leyen, parce mais que pas c'est, oui, mais des parce que, peuples qui se retrouvent côte oui. à côte devant, là, devant le Parlement, et nous, à qui on a donné la parole, et qui se sont mis à échanger, qui n'avaient peut-être pas exactement les mêmes revendications, mais qui se sont retrouvés au même endroit, au même moment, quand même. Oui, mais quelle est la proportion de la population qui a conscience que tout se décide à Bruxelles? D'ailleurs, tout est là. Si vous regardez comment le gouvernement français a géré la crise, quel est leur souci actuellement? C'est de ne pas nourrir le sentiment anti-européen. Oui, C'est ça. c'est Et vrai. donc, c'est un numéro d'équilibriste assez compliqué. C'est pour ça qu'ils ont sorti cette surtransposition des normes qui Mm. serait responsable de tout. Quand vous voyez, c'est pas, j'aurais pas l'impudence de vous expliquer à vous que quand vous voyez un terme débarquer comme ça dont vous avez jamais entendu parler, c'est que c'est un élément de langage qui sort directement McKinsey. voilà, exactement. De la surtransposition des normes, ça permet de désincarner le problème. Ça met Mm. pas en cause l'Union européenne, mais ça incrimine pas le gouvernement non plus. Ouais. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc en fait, moi, j'aime bien faire l'exégèse de monsieur Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker avait tout résumé. Aucune initiative démocratique ne peut aller contre les traités. Mm. Voilà, tout est dit. C'est vrai que quand il était sous influence, il avait une tendance naturelle à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ouais. C'est-à-dire que quoi que vous pensiez, ce n'est pas de votre ressort. C'est décidé à Bruxelles. Et de toute façon, vous n'avez pas voulu le traité de Lisbonne de 2005, Vous mais vous l'aurez quand l'avez eu même. quand même. Oui. Vous l'avez eu quand même sous une autre forme. Vous ne voulez pas le Mercosur, eh bien vous l'aurez quand même. Parce Ouais. que quoi qu'en dise M. Macron, ce n'est pas lui qui décide. Voilà. Mais C'est alors, voté à la attendez, parce que majorité ouais, qualifiée. à la fin, il nous reste justement un tour de table à chacun. Je vais commencer par vous. Là, ce que vous nous dites, c'est tout à fait vrai. Mais donc, quel est, pour ces peuples désespérés, pour ces agriculteurs désespérés qui jouent leur survie, vous l'avez dit en tout cas en France, quelle est la solution, si ce n'est pas de se révolter et d'aller se présenter devant Bruxelles? La solution, c'est ce que disait M. Gibelin, c'est qu'il faut voter correctement. Voilà. Commencer par ne pas voter pour Macron aux européennes. Mm. Déjà, la première étape consiste à bloquer déjà l'institution européenne, éviter que ça empire. Mm. Et ensuite, essayer de sortir de l'Union européenne en votant pour des gens qui sont capables de mener à bien le projet. Oui. Parce que sinon, sinon vous aurez, je ne sais pas si vous avez vu la déclaration, l'entretien de M. Draghi dans le journal Le Monde d'il y a quelques mois. Je veux que l'Europe soit un État. Voilà, c'était ça le titre de l'article. Ça veut dire quoi? Si l'Europe est un État, c'est que nous ne le sommes plus. Nous allons devenir Bien sûr. une province. Voilà, c'est très simple. Donc, D'ailleurs, c'est leur projet, le projet des Länder. c'est le projet final. C'est la Mm. landérisation de l'Europe. Et donc, nous ne serons plus un État. Donc, la première chose à faire, c'est de voter correctement aux européennes pour bloquer la machine. Oui. Alors, j'en ai beaucoup ici dans le chat qui me disent voter pour qui? Je pense que vous n'allez pas. Vous vous dites contre qui? Oui, C'est pas à moi de dire évidemment. qui vous devez voter, mais simplement, tous les partis de gouvernement sont européistes et sont très contents. Et j'inclus le Front National là-dedans, sont très contents dans le système tel qu'il est. Ah bah là, il reste plus grand monde là si vous incluez le Front National. Enfin, Oui, je sais bien. Je suis pas là pour vous donner des faux espoirs. Hein. mais bon, on s'accroche à vous, nous, Alain Felento, donc faut nous donner un peu de lumière. Alors, Thibaut Gibelin, on continue sur ce tour de table qui nous permet de comprendre finalement. Bon, on a vu un peu l'état actuel de la révolte et puis finalement l'impasse dans laquelle cette révolte se trouve. Votre conseil, donc, prise de conscience politique, finalement, et Oui, une union peut-être, à partir de quelque chose qui pourrait rassembler tous ces gens, une union supérieure vous parliez de la patrie peut-être, enfin de la nation. Aujourd'hui, nous sommes le 6 février, et Oui. le 6 février 2024. Sauf qu'il y a 90 ans, il y a eu une des plus grandes manifestations, symboliquement, contre le pouvoir dans ce qu'il avait d'abusif et de corrompu, donc le 6 février 1934. Et en fait, ça n'a pas eu l'impact attendu. Hein. Ça a été une révolte sans lendemain. Et quelques années plus tard, en fait, la France s'est effondrée dans la Deuxième Guerre mondiale. Il me semble que ce qui a pu manquer aux plus courageux, aux plus décidés de ces manifestants, c'est aussi un esprit de concorde
de voir que, comme disait Paul Morand, la Providence travaille dans le fil du bois. Rien ne sortira de rien. Aujourd'hui, le Rassemblement national est peut-être un parti imparfait, mais il réunit un tiers de l'électorat. C'est des choses qu'on ne peut pas exclure, on peut balayer d'un revers de main. De la même façon, il y a dans les Alain Fellento n'est pas tout à fait d'accord avec ce que vous contestations dites. internes à l'Union européenne des éléments qui peuvent être intéressants. Moi, mon sujet de travail, c'est la Hongrie. Et vous n'êtes pas sans savoir que jeudi dernier, la Hongrie a finalement accepté l'énorme paquet d'aide et de prêts à l'Ukraine. Ça m'a étonné montant de d'ailleurs. 50 milliards d'euros. Et comment vous l'expliquez? Donc, dans un contexte où les 26 autres pays européens avaient voté pour Oui. que la Hongrie retardait l'échéance. Oui, jusqu'à maintenant, la Hongrie bloquait. Il avait été absent à une assemblée à un moment du vote. Enfin, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Absolument. Il avait bloqué. Donc, Viktor Orban s'est trouvé en situation d'être sous les coups conjugués des marchés financiers, des partenaires économiques internationaux qui ont des grosses parts dans l'économie hongroise, alors que l'Ukraine va peut-être s'effondrer dans 6 mois ou 1 an. Donc, la Hongrie a voulu sanctuariser l'essentiel en ayant l'engagement que les fonds versés à l'Ukraine ne peuvent pas être pris sur les fonds engagés pour les États membres, et deuxièmement, qu'il y ait une réévaluation d'année en année du montant des dépenses et de ce qu'on en fait. Donc, c'est évidemment très imparfait, ça a été perçu en Hongrie comme une reculade. Une trahison, oui. Mais ces rapports de force, ils existent. Oui. Et on ne peut pas s'exonérer de ces tensions politiques. C'est vrai que depuis plus de 30 ans, cette Europe de Maastricht a profondément laminé la capacité de décision et d'action des gouvernements et des communautés politiques en Europe au profit d'une non-décision permanente, qui est ce marché totalitaire. Mais la manière de faire des pas en avant, c'est notamment de s'appuyer sur ce qui reste. Voilà. Et les États membres, c'est quelque chose qui reste. Et l'un des grands enjeux, c'est qu'on n'abolisse pas l'unanimité au Conseil, puisque c'est l'une des volontés majeures d'Emmanuel Macron et des européistes de faire une réforme des traités pour que finalement, en effet, on ait cette fédéralisation. Ça passe au Parlement, c'est ça, ou c'est au Conseil que ça passe? Non, c'est au Conseil, c'est-à-dire que tant que la Hongrie refuse d'abolir son droit de vote, ça ne se passera pas. Bon, voilà. Donc ça, heureusement que la Hongrie est là. Et ça tient uniquement sur la Hongrie depuis que la Pologne est repassée à gauche à l'automne dernier. Oui. C'est passionnant tout ça. Je donne le mot de la fin à Santiago Muzio pour peut-être votre appel pour justement une union, je ne sais pas, comment faire que ce point de bascule. Santiago Muzio. Ouais. Je pense que Thomas l'a bien résumé. Aujourd'hui, on a face à la machine à broyer de la Commission européenne, on a la Hongrie qui résiste. Et pourquoi la Hongrie résiste? C'est la question que doivent se poser vos auditeurs. Elle résiste parce qu'ils ont fait le choix de la liberté. Parce qu'ils ont, eux, vécu dans un totalitarisme, ils ont, eux, connu ce qu'a été les affres du communisme, et ils ont fait le choix de la liberté. Nous, les autres pays d'Europe, on est en train de faire le choix du totalitarisme, du tout écologie. Si on continue dans cette voie, et je ne dis pas que la solution ne soit que politique, mais la solution au stade où on en est, elle est quand même très fortement politique. C'est-à-dire, si on continue dans la voie actuelle, on va échouer. Et le PP, le Parti populaire européen, qui aujourd'hui met un coup d'arrêt au traité, à l'application au traité du pacte vert, à la sanction des nouvelles lois, mais ils mettent un coup d'arrêt simplement pour une question électorale. Oui. Pour ne pas faire peser plus de réglementation aujourd'hui. Et encore, ils vont en faire passer quelques-unes avant la fin du mandat, de peur que le Parlement bascule. Parce qu'on se trouve aussi face à un moment un peu historique en Europe, où on a des groupes, on a l'ECR Group notamment, qui réunit tous les conservateurs européens. Et au sein de ce groupe, on a plein de nationalités qui sont représentées, et ça peut, les conservateurs et les gens qui ont une conscience de l'importance de la nationalité peuvent aujourd'hui faire une bascule au Parlement européen. Donc il est très important que les gens votent bien, vous voyez. Et je terminerai pour résumer un peu toutes les idées qui ont été, à mon avis, si un Français
si un Espagnol, si un Hongrois ne s'entendent pas, ce n'est pas parce que le français est trop français ou parce que l'espagnol est trop espagnol. Ils ne s'entendent pas parce que le français n'est pas assez français, parce que l'espagnol n'est pas assez espagnol. Oui, Et en fait, c'est en très train intéressant. d'approfondir nos identités nationales Mm. qu'on peut arriver à avoir des échanges fructueux et à faire une coopération fructueuse à l'international. Mais si on oublie nous-mêmes qui on est, à quelle est notre patrie, d'où on vient, quelles sont nos racines, si Mm. on est coupé de nos racines, si on ne sait pas où on ne peut pas savoir où on va. Alors, on est balayé par les Oui. vents de folie qui soufflent sur les têtes de tous ces commissaires européens qui veulent qu'une seule chose, c'est toujours plus de totalitarisme pour arriver vers plus de contrôle et pour arriver toujours vers plus de pouvoir. Et ils le disent clairement, hein, Oui, ce n'est pas du complotisme, leur agenda, tout à il est fait. affiché. Oui. Allez lire l'agenda 2030 de l'ONU, c'est glaçant. Il faut qu'on traite le problème de l'homme face à la nature. On est en train de mettre l'homme face à la nature quand l'homme est fait pour sublimer la nature. Il n'est Oui. pas fait pour la subir. Donc On- il faut qu'on sorte de toute cette mascarade écologiciste avec tous ces éco-fous, avec tous ces verts, avec tous ces libéraux, avec tous ces Et macronistes. l'écologie est un prétexte, vous le savez bien, hein, l'objectif, Je c'est suis ce que vous avez dit tout complètement à l'heure, d'accord. c'est une nouvelle forme de communisme. En tout cas, merci infiniment à vous trois, c'était absolument passionnant. Affaire à suivre avec vous, si vous le voulez bien, reprendre cette table ronde, ce corps à corps. Merci à vous, Alain Valento, Merci. pardon. Je rappelle le titre de votre livre, 30 ans après Maastricht, sortir de l'Europe, édition Riposte laïque. Santiago Muzio, directeur de l'ICEP Madrid, et Thibaut Gibelin, eh bien, je vais citer Pourquoi Victor Orban joue et gagne aux éditions Fauve. Merci beaucoup à vous trois. Talk Merci. 5